Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. En Tunisie, un attentat a visé ce mardi le domicile du ministre de l'Intérieur, Lofti Ben Jedou. Le ministre qui était absent n'a pas été touché, mais 4 policiers ont perdu la vie. En Égypte, l'élection présidentielle est prolongée de 24 heures, une disposition prise par la commission électorale au regard de la faible participation au scrutin. Seulement 37% des Égyptiens inscrits sur les listes électorales se sont rendus aux urnes. Et puis 107, c'est le nombre de projets qui ont été agréés dans la zone franche de Nouadhibou en Mauritanie en un peu moins d'1 an et demi. Pour nous parler de ce franc succès et des raisons de l'adhésion des investisseurs autour de ce projet, nous recevons Mohamed Ouldaf, président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Mais tout d'abord, une attaque terroriste a été perpétrée dans la nuit de mardi à mercredi en Tunisie. Bilan 4 victimes, 4 policiers. L'attaque visait le domicile du ministre de l'Intérieur, Lofti Ben Jedou, qui ne se trouvait pas sur les lieux. Des événements qui rappellent les tragiques événements de 2013. Cette année-là, la Tunisie a connu 2 assassinats politiques. On va continuer de lutter contre le terrorisme. Vous savez qu'on est en guerre contre le terrorisme depuis... à peu près après la révolution, on est totalement en guerre contre le terrorisme. On a beaucoup d'actions qui étaient qu'on l'a gagné, comme Rawet, comme Ain Nassim, comme la dernière exploit contre certains terrorismes qui ont été son départ par la Libye pour faire des explosions dans certains gouvernorats de Tunis et l'ont essayé d'assassiner quelques politiciens. On peut dire qu'on est dans le bon chemin, mais parfois la guerre contre le terrorisme, il y a des victimes. Comme vous savez, c'est un danger pour la Tunisie parce qu'on est à peu près 500 km de frontière avec la Libye et on est quelques terroristes qui sont cachés dans la Libye. Faut-il y voir un désaveu du peuple égyptien? L'élection présidentielle qui s'est tenue lundi et mardi a faiblement mobilisé. Seulement 37% des inscrits sur les listes électorales. Face à cette situation, la commission électorale a décidé de prolonger le scrutin. Les précisions de Charles de Jouvenel. L'élection présidentielle en Égypte, qui était prévue sur 2 jours et devait prendre fin ce mardi 27 mai, a été prolongée d'1 journée par la commission électorale. La raison de ce prolongement serait la très faible participation du peuple à une élection qui semblait pourtant partie pour ne souffrir d'aucune contestation. Le grand favori, le maréchal El-Sisi, espérait une participation massive qui aurait rendu sa victoire écrasante. Al-Sisi et son équipe étaient sûrs que les électeurs l'aimaient. Il a atteint le sommet trop tôt, ce qui lui a fait faire des choix maladroits. La commission électorale espère de toute évidence que le prolongement du scrutin permettra au plus de monde possible de se rendre dans les bureaux de vote. En effet, sur les 2 jours initialement prévus pour ce scrutin, seulement 37% des électeurs sont allés voter. L'objectif est de donner la possibilité à un grand nombre d'électeurs de voter et également de permettre aux électeurs non résidents de rentrer dans leur province pour voter. Mais le problème en Égypte est profond. L'instabilité politique connue par le pays ces dernières années conduit le peuple à se désintéresser d'une politique qui se fait trop souvent à ses dépens. Les Égyptiens ont été envahis par la politique ces 3 dernières années. Ils ont connu 6 élections générales et des référendums, le tout en 3 ans. Cette élection est la 7e, c'est plus que ce que les Égyptiens peuvent supporter. Pour renforcer le flou autour du scrutin, les 2 candidats ont annoncé avoir porté plainte contre la décision de prolonger d'1 journée l'élection. Hamdine Sabahi a pour sa part ajouté s'interroger sur l'intégrité de l'élection. En Mauritanie, pas moins de 107 projets ont été agréés dans la zone franche de Nouadhibou. Nouadhibou Free Zone a été lancée en janvier 2013. Une batterie d'incitations a été mise en place par les autorités mauritaniennes pour attirer les investisseurs. Et pour nous en parler, nous recevons sur notre plateau Mohamed Ouldaf, président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour, merci. Alors, la zone Nouadhibou a été lancée en 2013. Il y a déjà une centaine d'investisseurs. Comment expliquez-vous ce succès ? Merci tout d'abord de m'avoir offert cette occasion de parler de la zone franche de Nouadhibou. Effectivement, ce succès est dû essentiellement à la forte détermination des autorités publiques mauritaniennes à offrir toutes les conditions nécessaires à la réussite des investissements privés. Alors, vous parlez des conditions. Lesquelles, justement ? Conditions d'abord institutionnelles et réglementaires, un cadre parfaitement adapté aux besoins d'investissement privé direct est déjà adopté. Il a la force de loi. Donc, une autorité a été mise en place. Son ancrage institutionnel, c'est la présidence de la
République, et puis par les gestes très rassurants aussi lancés par les pouvoirs publics, notamment le président de la République de Mauritanie. Alors, une autorité, vous dites, une volonté politique, mais concrètement, moi, si je veux investir en Mauritanie, qu'est-ce que vous me dites ? Plusieurs raisons conduisent à choisir Nouadhibou aujourd'hui pour investir. D'abord, le cadre légal parfaitement avantageux, notamment les dérogations fiscales, la levée des barrières douanières qui est devenue aujourd'hui une réalité. De deux, les opportunités évidentes d'investissement à Nouadhibou, notamment dans des secteurs comme le tourisme ou la pêche, où les marges de progression sont extrêmement importantes. La troisième raison principale, c'est aussi la position géostratégique de Nouadhibou, qui est à 1 heure de vol de l'espace européen et à quelques 3-4 jours de navigation maritime. Donc la proximité des marchés européens et des marchés africains donne à Nouadhibou un sérieux atout par rapport à la compétitivité des zones franches. Quels sont les secteurs les plus représentés finalement dans cette zone ? D'abord, les infrastructures structurantes, le port en eau profonde, l'aéroport, mais aussi la pêche, car Nouadhibou fait face à l'une des côtes les plus poissonneuses au monde, et puis le tourisme, où un potentiel réel, un climat très favorable et très clément le long de l'année peut être observé dans la zone de Nouadhibou et toute sa région. Vous venez d'être nommé à la tête de cette zone franche de Nouadhibou. Quelles sont vos ambitions ? Effectivement, je pense que la zone franche a été créée dans des conditions très favorables économiques au niveau de la Mauritanie, car l'État mauritanien a renoncé à des recettes fiscales et douanières importantes, car Nouadhibou, c'est le poumon de l'économie mauritanienne, justement parce que la situation des finances publiques mauritaniennes est bonne, et donc les pouvoirs publics ont renoncé à ces recettes-là pour pouvoir tester les potentialités dormantes à Nouadhibou et qui n'ont jamais été mises en valeur. Mais vous, en tant que président ? En tant que président, on a hiérarchisé un certain nombre de projets qui ont fait donc l'objet d'un forum organisé aujourd'hui à Paris avec le MEDEF et avec l'assistance de la Banque mondiale que nous remercions au passage. Les premiers projets, c'est le port en eau profonde, un port compétitif pour faire de Nouadhibou un véritable... Pour agrandir cette zone ? Tout à fait, parce que le site est naturellement favorable à la construction des infrastructures portières et sa position géographique est un atout majeur. De deux, c'est la pêche, comme j'ai dit, il y a pratiquement 1 200 000 tonnes de poissons qui sont pêchés dans les eaux mauritaniennes et qui font aujourd'hui l'objet de transbordements. Donc il y a une valeur ajoutée importante à domestiquer. Vous avez les fonds nécessaires pour ces constructions ? Tout à fait. Les infrastructures à faire par l'État, déjà un certain nombre d'entre elles est déjà construite. Je parle notamment des infrastructures de production d'énergie électrique où il n'y a plus de contraintes d'énergie à Nouadhibou, d'eau potable, de voirie. Maintenant, pour les projets de port et d'aéroport, l'option retenue par les pouvoirs publics mauritaniens et par la zone franche, compte tenu du caractère très marchand de ces secteurs, c'est un recours au partenariat privé-public. Et des investisseurs potentiels ont déjà manifesté clairement leur intérêt pour ces projets-là. Donc une centaine d'investisseurs. Vous tablez sur combien dans les prochaines années ? Écoutez, Nouadhibou intéresse de plus en plus. On était surpris par l'ampleur et de la masse des investisseurs qui viennent à Nouadhibou. Et on a un programme très ambitieux sur les 5 prochaines années à attirer au moins 1 millier d'investisseurs potentiels. 1 millier d'ici combien de temps ? Dans les 3-4 années prochaines. Très ambitieux. Merci. Faisable selon vous, faisable ? Oui, nous pensons effectivement que les atouts et les opportunités offertes par Nouadhibou sont importantes. Je parlais de la position géographique extrêmement favorable aux industries de transformation dont les produits seront écoulés sur les marchés européens, parce qu'on est à 2 jours de navigation des principaux ports européens, notamment Barcelone, Amsterdam ou Marseille. On est à 1 heure de vol des îles Canaries, donc de l'espace Schengen, et les avantages fiscaux aujourd'hui qu'offre Nouadhibou sont extrêmement intéressants pour les investisseurs. On a une exonération totale des taxes et droits de douane pendant 20 ans pour les investissements éligibles au régime prioritaire de la zone franche, et aussi les opportunités parce que les marges sont extrêmement importantes à Nouadhibou où il y a tout à faire. Dernière question, par curiosité, quelle est la nationalité finalement africaine que vous avez le plus, qui investit le plus actuellement dans cette zone actuellement ? Voisines surtout, mauritaniennes, sénégalaises, marocaines et algériennes. Et on a aussi beaucoup d'Espagnols et de Français qui sont intéressés, bien sûr, et émiratis et du Golfe de façon générale. Mohamed Ouldaf, vous êtes donc président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.
La maroquinerie traditionnelle est en difficulté au Mali en cause la baisse de fréquentation des touristes dans le pays, mais pas seulement. Les professionnels du secteur dénoncent des spéculations qui tirent les prix vers le bas. Voyez ce reportage réalisé par notre correspondant Idrissa Sangari. Le secteur de la maroquinerie va mal au Mali. Comment relancer le secteur? Telle est aujourd'hui la préoccupation des artisans. Coûts de production élevés, disparition progressive des touristes et des consommateurs locaux sont autant de mots qui paralysent le secteur. À l'instar de Oumar Babi, beaucoup prônent une harmonisation des prix de vente des articles afin que les uns et les autres puissent vivre de leur métier. Les touristes achètent nos produits et nous vivons de ça. Le plus important pour nous est que les Maliens s'intéressent davantage aux produits que nous proposons. Mais il nous faut avoir un prix fixe afin que les uns et les autres arrêtent les spéculations. Certains souhaitent faire beaucoup de recettes, alors ils vendent à très bas prix et ça, ce n'est pas bon pour nous. Une situation qui accélère la désaffection de ce métier. Dans les années 2000, ils étaient plus de 5000 artisans coordonnés à pratiquer ce métier. Aujourd'hui, de moins en moins de jeunes s'y intéressent pour cause le manque de perspectives de développement pour les professionnels. Cela fait 25 ans que je pratique ce métier. Au début, nous en tirons d'énormes bénéfices, car nous vendions beaucoup d'articles. Aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas vraiment au métier de cordonnier. Ils viennent pour apprendre, mais au bout de 2 ou 3 ans, ils se tournent vers autre chose. Révaloriser le secteur à travers un cadre de concertation et d'échange entre les acteurs, telle est pour la plus grande majorité des artisans la solution aux difficultés du métier. Les artisans cordonniers prévoient de s'organiser en association en vue de créer les conditions d'un développement socio-économique des professionnels du secteur. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, nouvelle édition du QG News sur Africa 24.